Ma sœur a appelé 20 minutes avant mon premier rendez-vous en 2 ans. Je te dépose les 3 enfants. Débrouille-toi. J'ai dit non. À minuit, toute ma famille me qualifiait de personne dégoûtante. Je me suis contenté de sourire et j'ai fait une seule publication. Au matin, ma mère me suppliait de la supprimer. L'appel est arrivé à 18h40. J'étais dans la salle de bain, en train de mettre du mascara, essayant de me souvenir comment me maquiller pour un vrai rendez-vous galant, et non juste pour le travail. Mes mains tremblaient légèrement. Une excitation nerveuse mêlée à la sensation surréaliste de me préparer à rencontrer quelqu'un de façon romantique pour la première fois en 2 ans. 2 ans que mon divorce avait été prononcé. 2 ans passés à me concentrer sur ma guérison, sur la thérapie, sur la reconstruction de mon identité. 2 ans à refuser les tentatives de mes amis de me présenter quelqu'un, jusqu'à ce que, finalement, il y a 3 semaines, j'accepte quand ma collègue a mentionné que son cousin était célibataire et cherchait à rencontrer quelqu'un. Il s'appelait David. Nous échangions des SMS depuis 2 semaines. Nous avions eu un appel téléphonique qui avait duré 3 heures. Et ce soir, c'était notre premier vrai rendez-vous. Un dîner à 19h30 dans un restaurant italien du centre-ville que j'avais mis 20 minutes à choisir, tant j'avais perdu l'habitude des rendez-vous que même choisir un restaurant me paraissait insurmontable. J'avais acheté une nouvelle robe, fait mes ongles, et vraiment coiffé mes cheveux au lieu de simplement les attacher en queue de cheval. Je me sentais bien, pleine d'espoir, prête. Puis mon téléphone a sonné. Le nom de ma sœur, Danielle, s'affichait à l'écran. J'ai répondu tout en appliquant mon rouge à lèvres. Salut, est-ce que je peux te rappeler? Je me prépare pour. Je suis à 10 minutes de chez toi. Je dépose les enfants. Il y a une urgence. Je me suis arrêté en plein geste. Quelle urgence? Un truc au travail. Marcus et moi devons nous en occuper. Les enfants seront là dans 10 minutes. Daniel, j'ai un rendez-vous ce soir. Mon premier rendez-vous en 2 ans. Je t'en ai parlé la semaine dernière. Alors, annule-le. Une urgence familiale est prioritaire. Quelle est l'urgence? Un problème au travail, peu importe. Le fait est que j'ai besoin que tu gardes Kai, Brandon et Emma. On les récupérera demain matin. Demain matin? Elle prévoyait de me larguer ses 3 enfants, âgés de 7, 5 et 3 ans, pour une nuit entière avec un préavis de 20 minutes. Non. Silence à l'autre bout du fil. Puis. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit non. J'ai des projets ce soir. Des projets que j'ai faits il y a des semaines et dont tu étais au courant. Tu ne peux pas débarquer et déposer tes enfants avec 20 minutes de préavis. C'est une urgence. Quel genre d'urgence professionnelle vous demande, à toi et à Marcus, de passer la nuit dehors un samedi? Nouveau silence, puis, sur la défensive, un gros problème avec un client. Nous devons nous rendre à leur bureau dans le nord de l'État et le régler en personne. Un samedi soir, sans avertissement préalable? Ça ne ressemble pas à une urgence professionnelle. Ça ressemble plutôt à des plans que vous avez faits en décidant que j'étais votre babysitter gratuite. Comment oses-tu? Je ne mentirai jamais sur. Daniel, je ne garderai pas les enfants ce soir. J'ai un rendez-vous. Alors reporte-le. Ce n'est qu'un rendez-vous. La famille est plus importante. Je ne reporte rien. Trouve une autre babysitter. Il n'y a pas le temps. Je suis littéralement à 10 minutes de ton appartement. Alors fais demi-tour, parce que je ne serai pas à la maison dans 10 minutes. Je pars pour mon rendez-vous dans 5 minutes. Tu choisis sérieusement un type au hasard plutôt que tes propres nièces et neveux. Je choisis de maintenir des projets que j'ai faits il y a des semaines, au lieu d'être ta babysitter de secours quand tu te fais des plans de dernière minute et que tu mens en prétendant que ce sont des urgences. Je ne mens pas. Alors, quel est le nom du client? Quel est le problème? Où se trouve leur bureau? Je n'ai pas à me justifier auprès de toi. Et je n'ai pas à annuler mes projets pour toi. Au revoir, Daniel. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient maintenant pour d'autres raisons. J'ai pris une grande inspiration, j'ai fini de me maquiller, j'ai attrapé mon sac à main et j'ai quitté mon appartement. David était déjà au restaurant quand je suis arrivé, pile à l'heure. Il s'est levé en me voyant, avec un sourire chaleureux. Grand, des yeux bienveillants,
la même énergie simple que j'avais ressentie dans nos SMS et notre appel téléphonique. Salut, dis-je, soudainement timide. Salut. Tu es magnifique. Nous nous sommes installés à notre table, avons commandé du vin et avons commencé à parler. La conversation était fluide, nous parlions de travail, de loisirs, de son récent voyage au Colorado, de mes tentatives d'apprendre la poterie. Mon téléphone a vibré dans mon sac. Je l'ai ignoré. Il a vibré encore et encore et encore. Tu as besoin de répondre, demanda David poliment. Non, désolé, des histoires de famille. Je vais l'éteindre. J'ai sorti mon téléphone pour le mettre en silencieux et j'ai vu l'écran de notification. 12 appels manqués. 8 de Daniel, 4 de ma mère. Une série de SMS. Je les ai parcourus rapidement pendant que David faisait semblant d'étudier le menu pour me laisser un peu d'intimité. De Daniel, tu es incroyable. De Daniel, les enfants pleurent parce que leur tante ne les aime pas. De Daniel, on a dû annuler nos plans à cause de toi. De Daniel, maman est tellement déçue de toi. De maman, Daniel m'a appelé en larmes. Comment as-tu pu rejeter tes propres nièces et neveux? De maman, ta sœur avait besoin d'aide et tu as choisi un rendez-vous plutôt que la famille. De maman, appelle-moi immédiatement. J'ai éteint mon téléphone et je l'ai remis dans mon sac. Intervention de Billy. Ce qui frappe, c'est le calme de ce « non ». Pas explosif, pas défensif, juste ferme. Après 2 ans à te reconstruire, tu n'as pas laissé quelqu'un d'autre piétiner tout ça en 10 minutes. La manipulation est évidente aussi. Qualifier ça d'urgence, puis passer à la culpabilisation quand ça n'a pas marché. Au moment où ils ont dit que les enfants pleuraient, il ne s'agissait plus de garde d'enfants, mais de contrôle. Et le meilleur dans tout ça, c'est que tu es quand même allé à ton rendez-vous. Tu n'as pas paniqué, tu n'as pas annulé, tu ne les as pas laissés gâcher ta soirée. Ce choix compte plus que tout le reste dans l'histoire. Cette publication que tu as faite plus tard semble être le véritable tournant. Pas une vengeance, juste le refus final de jouer le rôle qu'ils attendaient de toi. Tout va bien, demanda David. Ma sœur voulait que je garde ses 3 enfants ce soir. Elle m'a appelé 20 minutes avant notre rendez-vous en disant qu'elle les déposait. J'ai dit non. Tu as bien fait. C'est incroyablement impoli de s'attendre à ce que quelqu'un soit disponible sans préavis. Ma famille ne voit pas les choses de cette façon. Ils pensent que j'aurais dû annuler notre rendez-vous. Pour quelque chose qu'elle t'a imposé 20 minutes avant? C'est absurde. Je me suis un peu détendu. Merci. Je commençais à me demander si j'étais folle. Tu n'es pas folle. Tu es une personne avec ta propre vie et tes propres projets. Ta sœur n'a pas le droit de passer outre parce qu'elle veut une soirée de libre. Nous avons continué le dîner. La nourriture était excellente. David était drôle, attentionné et facile à vivre. Au moment du dessert, j'avais presque oublié mon téléphone silencieux. Nous avons quitté le restaurant vers 22 heures. David m'a raccompagné à ma voiture, m'a demandé s'il pouvait me revoir et m'a embrassé pour me souhaiter bonne nuit quand j'ai dit oui. C'était un baiser doux, tendre, exactement ce que devrait être un premier baiser. Je suis rentré chez moi en me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des mois. Le rendez-vous avait été parfait. David était parfait. J'étais tellement contente de ne pas avoir annulé. J'ai rallumé mon téléphone en arrivant à la maison. 47 appels manqués, 63 SMS, 22 messages vocaux. Les messages s'étaient intensifiés tout au long de la soirée. De Daniel, j'espère que tu es contente. Les enfants sont dévastés. De Daniel, tu as toujours été égoïste, mais là, c'est un nouveau record. De Daniel, ne me demande plus jamais de l'aide pour quoi que ce soit. De maman, je ne t'ai pas élevé comme ça. De maman, la famille est censée passer en premier. De maman, ton père et moi sommes très déçus. De papa, ta mère est très contrariée. Tu dois appeler ta sœur et t'excuser. De mon frère Kyle, mec, c'est quoi ton problème? Garde juste les enfants. Ce n'est pas si difficile. De ma tante Linda, Daniel m'a appelé en pleurant. Tu devrais avoir honte de toi. Et ainsi de suite. Toute la famille donnait son avis sur la personne horrible que j'étais pour ne pas avoir tout laissé tomber pour garder les enfants avec 20 minutes de préavis. Les messages vocaux étaient pires. La voix de ma mère, épaisse de désapprobation.
Ma sœur alternant entre les larmes et la rage. Mon père, sévère et moralisateur sur les obligations familiales. Je me suis assise sur mon canapé et j'ai lu chaque message. J'ai laissé les mots m'imprégner. Les suppositions qu'ils avaient tous faites sans entendre ma version. Le ralliement automatique à Daniel sans remettre en question son histoire. L'attente que mes projets, mon temps, ma vie soient moins importants que ces exigences de dernière minute. Puis j'ai ouvert Facebook. J'avais été absente des réseaux sociaux pendant la majeure partie des 2 dernières années, me concentrant sur ma guérison après mon divorce en privé, mais j'avais toujours mon compte, avec toute ma famille et ma famille élargie comme amis. J'ai commencé à écrire. Quelques réflexions sur le drame familial de ce soir. J'avais mon premier rendez-vous ce soir. Mon premier en 2 ans, depuis mon divorce. Je le préparais depuis des semaines. Plusieurs membres de ma famille étaient au courant, y compris ma sœur Danielle. Danielle m'a appelé à 18h40, 20 minutes avant que je doive partir, et m'a informé au non pas demandé, mais informé qu'elle déposait ses 3 enfants pour que je les garde toute la nuit. Quand j'ai dit non, elle a prétendu que c'était une urgence professionnelle. Quand j'ai demandé des détails sur cette urgence, elle n'a pu en fournir aucun et s'est mise sur la défensive. Quand j'ai maintenu que je ne pouvais pas les garder, elle m'a accusé de choisir un type au hasard plutôt que la famille. Je suis allé à mon rendez-vous. C'était charmant, merci de demander. En rentrant chez moi, j'ai 47 appels manqués et 63 SMS de membres de ma famille me traitant d'égoïste, de dégoûtante, de honteuse et de mauvaise tante fille-sœur. Pas une seule personne n'a demandé ma version des faits. Pas une seule personne ne s'est demandé si l'urgence de Daniel était légitime. Pas une seule personne n'a envisagé que s'attendre à une garde d'enfants pour la nuit avec 20 minutes de préavis pouvait être déraisonnable. Alors, voici ma version. J'ai 34 ans. Je travaille à temps plein. J'ai ma propre vie. J'aime mes nièces et neveux. Et je suis heureuse de les garder quand on me le demande avec un préavis raisonnable. 20 minutes n'est pas raisonnable. Mentir sur une urgence n'est pas acceptable. Me manipuler par la culpabilité ne fonctionnera plus. J'en ai assez d'être traité comme si ma vie et mes projets n'avaient pas d'importance. J'en ai assez d'être le plan de secours désigné chaque fois que quelqu'un d'autre n'a pas envie d'être parent. Cela s'arrête maintenant. Si vous voulez que je garde les enfants, vous demandez à l'avance, comme un adulte respectueux. Si je dis non, vous l'acceptez, comme un adulte respectueux. Et si vous avez un problème avec ça, vous pouvez le garder pour vous, car j'en ai fini de me faire culpabiliser pour avoir des limites. C'est tout. Au fait, le rendez-vous était génial. On se revoit la semaine prochaine. Je l'ai relu 3 fois, l'ai modifié 2 fois, m'assurant que cela disait exactement ce que je voulais dire sans être inutilement méchant. Puis je l'ai publié en mode public, visible par tous mes amis Facebook, ce qui incluait toute ma famille élargie. J'ai fermé l'application et je suis allé me coucher. À 6h47, mon téléphone a commencé à sonner. Ma mère. Je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale. Elle a rappelé encore et encore. J'ai compté 6 appels avant de me lever à 7h30. J'ai préparé du café et j'ai vérifié Facebook. La publication avait explosé pendant la nuit. 247 commentaires, 89 partages. Apparemment, mon drame familial amusait les gens. J'ai parcouru les commentaires. Des amis de l'université, bravo à toi. Tu mérites d'avoir une vie. D'anciens collègues, 20 minutes de préavis pour une garde de nuit? C'est de la folie. Des parents éloignés que je connaissais à peine, je n'arrive pas à croire que Daniel ait fait ça. C'est tellement inconsidéré. Certains amis de ma mère, la famille doit s'entraider. Tu as eu tort de refuser. Mais la majorité était en ma faveur. Des gens partageant leurs propres histoires de membres de la famille qui les traitaient comme de la garde d'enfants gratuite. Des gens me félicitant d'avoir posé des limites. Des gens demandant comment s'était passé le rendez-vous. Et là, enfoui dans les commentaires, se trouvait la réponse de Daniel. C'est une déformation complète de ce qui s'est passé. Tu mens pour me faire passer pour la méchante parce que tu es jalouse de ma famille. Tout le monde sait que tu es amère depuis ton divorce. Cette publication est pathétique et je la signale à Facebook. Plusieurs personnes avaient déjà répondu à son commentaire, soulignant que j'avais donné des détails très spécifiques alors qu'elle n'avait fourni aucune contre-narration, ce qui rendait assez clair qui disait la vérité. Une de mes anciennes amies de l'université,
Rebecca, avait écrit, Daniel, si c'est une déformation, s'il te plaît, partage ta version. Quelle était l'urgence professionnelle? Quel client? À quelle heure as-tu vraiment appelé? Parce que de mon point de vue, tu attaques son caractère au lieu de contester les faits, ce qui me dit que les faits sont exacts. Daniel n'avait pas répondu à cela. Ma cousine Jessica, à qui je n'avais pas parlé depuis au moins 5 ans, avait commenté, « Je suis Jessica, leur cousine. » J'observe cette dynamique depuis des années. Daniel a toujours traité Anna comme une babysitter de service. Et la famille l'a toujours encouragée. Je suis contente que quelqu'un ait enfin dit quelque chose publiquement, car les plaintes en privé ont été ignorées pendant bien trop longtemps. Ce commentaire avait 34 j'aime. Ma mère avait également commenté, clairement écrit avec colère à 2 heures du matin. C'est inapproprié d'étaler les affaires de famille sur les réseaux sociaux. Nous ne t'avons pas élevé comme ça. Retire ça immédiatement. 17 personnes avaient répondu aux commentaires de ma mère avec des variations de « Anna a parfaitement le droit de donner sa version quand elle est attaquée par toute la famille, et, peut-être que la famille n'aurait pas dû se liguer contre elle par SMS si elle ne voulait pas que ça devienne public. » Les notifications continuaient d'affluer, et j'ai vu plus de commentaires arriver tout au long de la matinée. Des amis dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des années exprimant leur soutien. Des amis de la famille qui me connaissaient depuis l'enfance donnant leur avis. Même quelques amis de Daniel admettant qu'elles avaient déjà été victimes de ces demandes de garde d'enfants de dernière minute. À 8h15, mon téléphone a vibré avec un SMS d'un numéro que je ne reconnaissais pas, « Salut, c'est Marcus, le mari de Daniel. On peut parler ?» J'ai fixé le message. Marcus ne m'avait jamais contacté directement auparavant. Daniel gérait toujours toutes les communications familiales. J'ai appelé le numéro. « Salut », répondit Marcus, l'air fatigué. « Merci de me rappeler. Qu'est-ce qui se passe? » Daniel est. Elle est vraiment bouleversée par ta publication. J'imagine. Elle veut que tu la supprimes. Je ne la supprimerai pas. Il a soupiré. Écoute, je sais qu'elle n'aurait pas dû t'appeler avec 20 minutes de préavis. Je lui ai dit que ce n'était pas juste, mais elle était vraiment excitée par le concert et pensait que tu dirais oui. Donc, il n'y avait pas d'urgence professionnelle? Non, il n'y avait pas d'urgence professionnelle. Je suis désolé qu'elle ait menti à ce sujet. Au moins, il était honnête. Est-ce que ma mère sait que c'était un concert? Je ne sais pas ce que Daniel lui a dit, mais non, il n'y avait pas de crise avec un client. Nous avions des billets pour voir un groupe que Daniel adore depuis l'université. Il ne tourne pas souvent. C'était un peu à la dernière minute, on a eu les billets mercredi. Et vous n'avez pas pu trouver de garde d'enfants entre mercredi et samedi soir? Un autre soupir. On a essayé. Notre babysitter habituel était occupé. L'ami de Daniel, qui nous aide habituellement, s'est désisté jeudi. Samedi après-midi, on commençait à désespérer. Daniel a pensé que, comme tu n'allais qu'à un rendez-vous, ça ne te dérangerait pas de le reporter. Ça m'a dérangé. Je lui ai parlé de ce rendez-vous la semaine dernière. Elle savait à quel point c'était important pour moi. Je sais. Et je lui ai dit qu'elle aurait dû demander plus tôt dans la semaine ou simplement accepter qu'on ne pouvait pas aller au concert, mais elle voulait vraiment y aller et elle s'est convaincue que tu dirais oui. Alors, quand j'ai dit non, elle a décidé de me punir en montant toute la famille contre moi. Ce n'est pas, il s'est arrêté. Ouais. En gros, oui. Elle était vraiment en colère et blessée, et elle a appelé ta mère en faisant croire que tu avais refusé d'aider pour une véritable urgence. Tout a dégénéré à partir de là. Et tu as laissé faire. J'aurais dû dire quelque chose. Je suis désolé. J'essayais de ne pas m'en mêler, mais j'aurais dû dire à Daniel de laisser tomber et d'accepter que tu avais des projets. Est-ce qu'elle va s'excuser? Longue pause. Honnêtement, probablement pas. Elle pense que la publication sur Facebook est pire que ce qu'elle a fait. Elle joue la victime, disant que tu l'as humiliée publiquement pour un malentendu. Ce n'était pas un malentendu. Elle a menti, exigé une garde de dernière minute, puis a instrumentalisé la famille contre moi quand j'ai refusé. Je sais que tu as raison. Je voulais juste appeler pour te dire que je sais que tu as raison. Tout le monde dans cette situation n'est pas contre toi. Merci d'avoir appelé, Marcus. J'apprécie l'honnêteté.
Après avoir raccroché, je me sentais à la fois validé et frustré. Marcus admettait que Daniel avait tort, mais il ne la confronterait pas publiquement. Il l'avait laissé me faire passer pour la méchante aux yeux de la famille. Et même maintenant, il n'était pas prêt à corriger la version des faits. C'était une partie du problème. Tous ces gens qui, en privé, étaient d'accord que Daniel avait tort, mais qui, publiquement, restaient silencieux ou même soutenaient son histoire pour maintenir la paix. Eh bien, je ne maintenais plus la paix. Mon téléphone a sonné de nouveau. Maman. Cette fois, j'ai répondu. Retire cette publication immédiatement. Pas de bonjour, pas de préambule, juste une exigence. Non. Tout le monde en parle. Tu as embarrassé toute cette famille. J'ai dit la vérité sur ce qui s'est passé. Si c'est embarrassant, c'est peut-être le comportement qui devrait changer, pas l'honnêteté. Tu fais passer Daniel pour une personne horrible. Daniel s'est fait passer pour une personne horrible en exigeant une garde de dernière minute, puis en lançant toute la famille contre moi quand j'ai dit non. C'était une urgence. Quelle était l'urgence, maman? Quel était le nom du client? Où se trouve le bureau où il devait se rendre? Silence. Elle ne le savait pas, car Daniel ne le lui avait jamais dit, parce qu'il n'y avait pas d'urgence. Tu dois retirer cette publication et t'excuser auprès de ta sœur. Non. La publication reste. Et je ne m'excuserai pas d'avoir des limites. Si tu ne la retires pas, tu n'es pas la bienvenue au dîner du dimanche. D'accord. Quoi? J'ai dit, d'accord. Si le prix à payer pour participer au dîner du dimanche est de laisser Daniel me marcher sur les pieds, alors je ne veux pas venir. Tu choisis de t'exclure de cette famille. C'est toi qui choisis de m'exclure. Moi, j'accepte simplement les conditions. La publication reste. Je ne m'excuse pas. Et si cela signifie que je ne suis pas la bienvenue, alors je passerai mes dimanches à faire quelque chose de plus agréable que de me faire culpabiliser pour avoir une vie. J'ai raccroché. Au cours de la semaine suivante, les retombées ont continué. Certains membres de la famille se sont obstinés à défendre Daniel. D'autres m'ont contacté discrètement pour me dire qu'ils me soutenaient, mais ne voulaient pas s'impliquer publiquement. Quelques-uns ont admis avoir été victimes des exigences de dernière minute de Daniel et étaient heureux que quelqu'un lui tienne enfin tête. Ma tante Linda, qui m'avait initialement envoyé un SMS culpabilisant, a appelé pour s'excuser. J'ai parlé plus en détail à Daniel de ce qui s'est passé. Elle a dit qu'elle t'avait dit que c'était une urgence professionnelle et que tu avais refusé d'aider. Mais ensuite, je lui ai demandé quelle était l'urgence et elle est devenue défensive et n'a pas voulu me donner de détails. Ça m'a rendue méfiante. Alors? J'ai posé des questions. Il s'avère qu'elle et Marcus avaient des billets pour un concert ce soir-là. Il n'y avait pas d'urgence professionnelle. Elle a menti. Je sais. Je suis désolé de t'avoir envoyé ce SMS sans avoir ta version de l'histoire. Tu as eu raison de dire non. Merci de le dire. Mais la publication cause beaucoup de drames. Tu vas la retirer? Non. Ta mère est furieuse. Ma mère est furieuse que je ne me laisse pas faire et que je n'accepte pas le blâme pour quelque chose que je n'ai pas mal fait. C'est son problème, pas le mien. Mon père m'a appelé 3 jours après la publication. Il était resté silencieux pendant la majeure partie du drame initial, mais apparemment, ma mère l'avait suffisamment usé pour qu'il me contacte. Ta mère m'a demandé de t'appeler, a-t-il commencé. Je pense que cette histoire de Facebook est allée trop loin. Les affaires de famille ne devraient pas être étalées publiquement comme ça. Papa, as-tu lu ce que j'ai écrit? Je l'ai vu, oui. As-tu vu la partie où j'ai reçu 47 appels manqués et 63 SMS me traitant d'égoïste et de dégoûtante pour avoir maintenu des projets que j'avais faits des semaines à l'avance? Ta sœur était dans une situation difficile. Papa, est-ce que maman t'a dit que c'était un concert? Pas une urgence professionnelle? Un concert? Daniel a menti sur l'urgence. Silence. Je ne le savais pas. As-tu demandé? Avant de décider que j'avais tort, as-tu demandé ma version de l'histoire? Eh bien, non. Ta mère a dit que. Maman a répété ce que Daniel lui a dit sans rien vérifier. Et ensuite, vous avez tous les deux décidé que j'avais tort sans jamais me parler. Nous avons supposé.
Vous avez supposé que j'étais le problème parce que c'est plus facile que de tenir Daniel pour responsable. Ça a toujours été comme ça. Daniel a des exigences déraisonnables, on s'attend à ce que je m'y plie, et si je ne le fais pas, je suis la méchante. Ce n'est pas juste. Papa. Quand est-ce que Daniel a gardé mes enfants pour moi? Ah, attends. Je n'ai pas d'enfants. Quand est-ce qu'elle a fait quelque chose pour moi qu'il est obligé à modifier ses plans ou à sacrifier son temps? Il n'avait pas de réponse. La publication reste, ai-je continué. Non pas parce que je veux humilier qui que ce soit, mais parce que j'en ai assez d'être le bouc émissaire. Tout le monde a vu ces SMS me traitant de dégoûtante. Tout le monde a participé à ce lynchage. Ils ne peuvent pas maintenant exiger la confidentialité sur leur propre comportement. Ta mère est très contrariée. Alors maman aurait dû y penser avant d'organiser une attaque familiale par SMS groupé. Les actions ont des conséquences, papa. Je m'assure simplement que tout le monde sache quelles étaient ses actions. Nous avons raccroché peu de temps après. Je sentais qu'il était mal à l'aise, pris entre la colère de ma mère et la prise de conscience naissante que j'avais peut-être raison. 2 jours plus tard, mon frère Kyle m'a envoyé un long SMS qui était clairement écrit sous la contrainte. Maman m'a demandé de te contacter. Elle veut que tu saches qu'elle t'aime et que tu lui manques au dîner de famille. Elle est prête à passer à autre chose si tu retires la publication et que tu t'excuses auprès de Daniel. Elle pense que ce serait un bon compromis et permettrait à tout le monde de sauver la face. J'ai répondu, je ne retire pas la publication. Je ne m'excuse pas d'avoir posé des limites. Si je manque à maman, elle est la bienvenue pour m'appeler elle-même et avoir une conversation qui n'inclut pas l'exigence que je me soumette aux manipulations de Daniel. Mais je ne négocierai pas mes limites pour mettre les autres à l'aise. Kyle a répondu, j'ai dit à maman que tu dirais ça. Pour ce que ça vaut, je comprends maintenant. Daniel m'a fait le même coup la semaine dernière. Urgence de dernière minute pour garder les enfants qui s'est avéré être une soirée en amoureux. J'ai dit non, aussi. Maintenant. Elle ne me parle plus non plus. C'était intéressant. Comment la famille a-t-elle réagi quand tu as dit non? Aucune réaction. Maman ne m'a pas traité de dégoûtant. Pas d'attaque par SMS groupé. Bizarre comment ça marche, hein? C'est presque comme si le problème n'était pas de dire non à Daniel, mais que ce soit moi qui dise non à Daniel. Ouais, je commence à voir ça. Désolé de m'être joint aux autres. Tu avais raison de maintenir tes plans. Merci de le dire. La publication sur Facebook est restée, et ce qui était intéressant, c'est que plus elle restait, plus la vérité éclatait. Des gens que je connaissais à peine commentaient avec des histoires sur le comportement habituel de Daniel. Une mère de l'école de ses enfants a mentionné que Daniel essayait constamment d'organiser des après-midi de jeux qui n'étaient en fait que de la garde d'enfants gratuite. Une ancienne collègue a partagé que Daniel avait la réputation à son ancien travail de profiter de la générosité des gens. Ma mère a fait une dernière tentative pour que je la retire. Elle s'est présentée à mon appartement sans prévenir un dimanche matin. Nous devons parler, a-t-elle dit quand j'ai ouvert la porte. À propos de quoi? De mettre fin à tout ça. D'aller de l'avant en tant que famille. Je ne retire pas la publication, maman. Pourquoi es-tu si têtue à ce sujet? Ça cause tellement de souffrance. Ça révèle des vérités qui étaient déjà là. Si c'est douloureux, c'est peut-être le comportement qui devrait changer. Daniel est ta sœur. Elle a fait une erreur. Ne peux-tu pas lui pardonner? S'est-elle excusée? Elle a l'impression qu'elle ne peut pas s'excuser tant que cette publication qui l'humilie est en ligne. Donc, elle attend que j'abandonne mes limites avant de prendre la responsabilité de ses actes. Ce n'est pas comme ça que les excuses fonctionnent. Ma mère avait l'air fatiguée. Que veux-tu? Que faudrait-il pour que tu retires cette publication? Des excuses sincères de la part de Daniel, la reconnaissance de la famille que l'attaque par SMS groupé était inappropriée, et le respect de mes limites à l'avenir. Ce qui signifie que si je dis non pour garder les enfants, cette réponse est acceptée sans culpabilisation ni manipulation. C'est tout. C'est tout? C'est tout. Mais maman, ces choses doivent être sincères. Pas juste cocher des cases pour que je retire la publication, mais de vrais changements de comportement. Je parlerai à Daniel. Bonne chance avec ça. Elle est partie. Je n'ai jamais eu les excuses.
La publication est restée. La publication est restée. J'ai arrêté d'aller au dîner de famille. J'ai arrêté de répondre aux tentatives de culpabilisation et de manipulation. Et j'ai continué à voir David. Intervention de Billy. Le moment le plus fort n'est même pas le « non ». C'est ce qui est venu après. Tu n'as pas argumenté sans fin, tu n'as pas cherché de validation. Tu as juste exposé la vérité et tu l'as laissée là. Et une fois que c'était fait, tout a commencé à se dénouer de soi-même. Le schéma de comportement devenant visible pour tout le monde est ce qui change vraiment l'histoire. Soudain, ce n'est plus toi qui est difficile, ce sont des années de comportement enfin exposées. Même ton frère qui remarque le double standard en dit long. Ce qui rend cette histoire si solide, c'est que tu n'as pas cédé quand la pression est revenue. Pas d'excuse juste pour calmer les choses. Pas de suppression de la publication pour maintenir la paix. Tu as fixé des conditions et tu les as maintenues. Et ce dernier détail compte plus qu'il n'y paraît. Tu n'as rien perdu d'important. Tu as perdu le rôle dans lequel il t'avait enfermé. Notre deuxième rendez-vous était une randonnée suivie d'un brunch. Notre troisième, un spectacle d'humour. À notre cinquième rendez-vous, j'étais presque sûr que j'étais en train de tomber amoureuse de lui, et le sentiment semblait réciproque. 3 mois après l'infâme incident de babysitting, David et moi avons officialisé notre relation. J'ai posté une photo de nous deux avec une simple légende, heureuse avec cet homme. Daniel a commenté, ça doit être bien d'avoir le temps pour des rendez-vous quand on est trop égoïste pour aider sa famille. J'ai supprimé son commentaire et je l'ai bloqué. Ma mère a appelé. Tu as bloqué ta propre sœur? Elle a laissé un commentaire méchant sur ma publication. Je ne suis pas obligé de lui offrir une plateforme pour être cruel. Elle est blessée. Elle est blessée que je ne sois plus sa babysitter de service. Ce n'est pas mon problème. Quand vas-tu laisser tomber? Laisser tomber quoi? Le fait qu'elle ait menti sur une urgence, puis mobiliser toute la famille pour m'attaquer parce que j'avais des limites? J'ai laissé tomber. Je ne fais juste pas comme si ça n'était pas arrivé. La famille est censée pardonner. La famille est aussi censée se respecter. Daniel ne s'est pas excusé. Elle est juste en colère que je ne me soumette plus à ses exigences. Tant que ça ne changera pas, nous n'aurons pas de relation. 6 mois après le rendez-vous, David a rencontré les quelques membres de ma famille avec qui j'étais encore en contact, ma tante Linda, ma cousine Marie, qui m'avait envoyé un message de soutien au début, et mon oncle Tom, qui avait toujours été le plus raisonnable de la famille. Ils l'ont adoré. Il les a tous charmés. Ma mère l'a appris par le bouche-à-oreille familial et a appelé, blessée de ne pas avoir été invitée. Tu m'as dit que je n'étais pas la bienvenue si je ne m'excusais pas auprès de Daniel, lui ai-je rappelé. Je pensais que tu serais revenu à la raison depuis. Je suis revenu à la raison. C'est pour ça que je ne m'excuse pas. Alors, tu nous exclus simplement de ta vie? Vous m'avez exclu quand vous avez rendu la relation avec vous conditionnelle à mon acceptation du mauvais traitement de Daniel. J'accepte simplement les conditions. 1 an après l'incident, la publication sur Facebook était toujours en ligne. J'avais arrêté de vérifier les commentaires depuis des mois, mais elle restait un enregistrement parfait de ce qui s'était passé. La preuve que j'avais posé une limite raisonnable et que j'avais été attaqué pour cela. Daniel m'a envoyé une demande de message sur Instagram. Je l'avais bloquée sur Facebook. Je ne l'ai pas ouverte. Mon frère Kyle, qui m'avait initialement envoyé un message culpabilisant à propos du babysitting, m'a contacté pour s'excuser. Daniel m'a fait le même coup le mois dernier, a-t-il admis. Elle a appelé 30 minutes avant d'avoir besoin d'une babysitter, a prétendu que c'était urgent, s'est énervée quand j'ai dit non. Puis j'ai revu ta publication et j'ai réalisé que tu avais eu raison depuis le début. Elle fait ça à tout le monde. Je sais. Je suis désolé de t'avoir embêté avec ça. J'apprécie. David m'a demandé en mariage le jour de notre 2e anniversaire de ce premier rendez-vous. Le rendez-vous que Daniel avait essayé de saboter avec sa fausse urgence. J'ai posté une photo de la bague avec la légende, il m'a demandé en mariage. En me souvenant de ce premier rendez-vous il y a 2 ans, qui a failli ne pas avoir lieu à cause d'une urgence familiale. Tellement contente d'avoir maintenu mes plans. La meilleure décision que j'ai jamais prise. Daniel a envoyé une demande d'amitié. Je l'ai refusée. Ma mère a appelé. Tu vas te marier et tu ne nous l'as pas dit?
Je viens de le publier. Tu sais ce que je veux dire. Tu n'as pas appelé. Tu n'as pas partagé la nouvelle avec la famille. Je l'ai partagée avec la famille avec qui je suis en contact. Tante Linda le savait avant que je le publie. Tout comme la cousine Marie et l'oncle Tom. Et tes parents? Tes frères et sœurs? Et vous? Vous avez clairement fait savoir il y a 2 ans que maintenir une relation avec moi était conditionnel à mon acceptation du mauvais comportement de Daniel. J'ai choisi de ne pas accepter ces conditions. Rien n'a changé. Donc, nous ne sommes pas invités au mariage? Je n'ai pas encore décidé. Si je vous invite, viendrez-vous sans faire de drame? Sans que tout tourne autour de Daniel? Sans essayer de me culpabiliser pour que je me réconcilie avec elle le jour de mon mariage? Silence. C'est bien ce que je pensais. J'ai raccroché. David et moi nous sommes mariés 8 mois plus tard. C'était une petite cérémonie. 50 personnes qui comptaient vraiment pour nous et pour qui nous comptions vraiment. Tante Linda, la cousine Marie et l'oncle Tom étaient là. Mes parents et mes frères et sœurs n'y étaient pas. 3 jours avant le mariage, ma mère a envoyé un long email expliquant à quel point elle était blessée d'être exclue, que la famille devrait être présente au mariage, que je faisais une erreur que je regretterais. Je n'ai pas répondu. Le jour de mon mariage, je n'avais aucun regret. J'étais entouré de gens qui m'aimaient et me respectaient. Des gens qui comprenaient que les limites étaient saines. Des gens qui n'auraient jamais exigé que je sacrifie mon propre bonheur pour leur convenance. La meilleure partie? David et moi avons profité de notre lune de miel pour enfin faire ce voyage en Italie que nous projetions. Pas d'interruption, pas de drame familial, pas de demande de babysitting de dernière minute. Juste 2 personnes qui s'étaient trouvées contre toute attente, qui avaient eu un premier rendez-vous parfait malgré la tentative de sabotage de quelqu'un, et qui avaient construit une relation basée sur le respect mutuel et les limites. Cette publication sur Facebook est restée, un enregistrement permanent du moment où j'ai cessé d'accepter le mauvais traitement de la part de personnes qui prétendaient m'aimer. Ma sœur avait appelé 20 minutes avant mon premier rendez-vous en 2 ans et avait exigé que je garde ses enfants. J'avais dit non. Ma famille m'avait qualifié de dégoûtante pour cela. J'avais souri et fait une seule publication disant la vérité. Au matin, tout le monde savait exactement ce qui s'était passé. Et je n'avais jamais été aussi heureuse. La publication n'a jamais été retirée. Les limites sont restées fermes. Le mariage était solide. Et je n'ai plus jamais gardé les enfants de Daniel. Ni avec 20 minutes de préavis. Ni avec 2 semaines de préavis. Jamais. Parce que certaines personnes vous montrent exactement la valeur qu'elles vous accordent par la façon dont elles réagissent lorsque vous commencez enfin à vous accorder de la valeur vous-même.